Plaisir de recevoir de la visite ici à la Maison de la Radio, surtout quand c'est des gens qui sont déjà venus quand on habitait ailleurs. Pour la chronique Histoire d'autobus, c'est un privilège de recevoir en studio Monsieur Gilles Simard. Bonjour Gilles, comment ça va ce matin? Bien, ça va très bien, mon cher monsieur. J'ai pris un café ou deux, oui. Puis ça va mieux, là. on jase Gilles Simard, évidemment. Vous êtes l'auteur de Bassville Blues, oui. Entre autres, qui est un livre qui raconte un peu votre réalité ici dans la Basseville dans les années 80. Mais vous sembliez dire, avant qu'on entre en ondes, que vous avez vécu le premier séquoia, finalement. Bien, tout à fait. Là, à ce moment-là, ça nous ramène au début des années 80, même à la fin des années 70, au sol du chic 570 rue du Roi. Maintenant, c'est une bâtisse qui a l'air un peu délabrée, malheureusement. Et c'est là que les pionniers, des gens comme, mon Dieu, Mario Germain, Monique Lapointe, tous beaux, oui. Régent Lemoine, tout ce beau monde, là, ont accouché de la radio, comme qu'ils diraient. Alors, nous, on était là. Moi, j'étais là particulièrement là, au groupe de défense des droits de détenus. Donc, on était voisins, c'était très facile de communiquer, puis c'était vraiment plaisant aussi. Ah, c'est tellement une belle histoire, hein? C'est toute une époque là, qui commençait, là, l'époque de la radio communautaire, avec tout ce que ça peut impliquer, là, des missions, de rassemblements, de va-et-vient dans la bâtisse, là, vraiment de belle époque. Et puis là, on est plus de 40 ans plus tard. La radio est maintenant propriétaire ici au 556 Carré Lépine. Les choses ont peut-être changé depuis les années 80, mais peut-être d'autres moins, je le sais pas, parce que moi, j'ai pas encore lu votre livre Bassville Blues, il est sur ma pile, OK? J'ai très hâte parce que vous racontez, un quotidien ici dans la Basseville dans les années 80. Bassville Blues, c'est vraiment le quotidien des femmes prostituées de l'époque. J'ai commencé par ça à une certaine époque, là, dans ce qu'on appelle dans le bout de la gare du Palais, au début des années 80. Et en même temps, c'est aussi là, le Mail Saint-Roch, c'est l'hôtel, la fin de l'hôtel Saint-Roch, c'est... finalement, là, je dirais que c'est comme une espèce de Polaroid, là, un Polaroid, pardon, là, sur la vie nocturne, comment ça se passait à l'époque, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, c'est des souvenirs, hein, c'est ça. Et là, on est en 2025, comment est-ce que vous évaluez comment ça évolue en Basseville? Ça va-tu mieux, ça va-tu moins bien, c'est-tu complètement deux mondes différents? C'est deux mondes différents, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, ça, j'apprends rien à personne, mais je dirais que je suis pas le premier à dire ça. Malheureusement, ça s'est dégradé là, à un certain niveau. Par contre, pour mettre un peu plus d'écueil, je dirais que ça s'est aussi enrichi à d'autres niveaux. OK. Par exemple. Fait que, juste de voir la radio ici, là, implantée en face de l'Aube-Rivière, tu sais, c'est le genre de plus que j'aime. Voir les petits nouveaux commerces, là, voir des gens, des initiatives citoyennes dans Saint-Roch, dans Saint-Sauveur. C'est ça que j'appelle, là, moi, un enrichissement. Là. Il y en a définitivement, qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Mais, le phénomène, on le voit en face, là, le phénomène de l'itinérance, combiné avec la maladie mentale, combiné avec le marché de drogue à ciel ouvert, ça fait que c'est assez, selon moi, pour être la question de l'urne, là, au niveau des prochaines élections municipales. Là, ça n'a plus de bon sens. Ça déborde trop, là. Et là, selon vous, c'est pire que dans les années 80? C'est clair. Ah ouais. Ben, c'est pire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je dirais que le phénomène, dans les années 80, était quand même localisé, était quand même là, reconnaissable assez facilement. Puis il y avait une espèce de sympathie naturelle là, pour ces gens qu'on voyait dans le Mail Saint-Roch un peu partout. T'sais. Alors que là, ça vient de partout. Comme je dis, là, ça déborde, tu sais pas trop. Je veux dire, c'est pas tout le monde là, qui est animateur social ou travailleur ou de rue. Alors, des fois, là, ça fait des rencontres là, pas toujours agréables. Le vivre ensemble et la mixité demeurent des enjeux qui sont cruciaux, tout à fait. mais qui sont pas faciles. C'est pas facile. Exactement. C'est pas facile. Puis à un moment donné, moi, je le dis souvent là, aux gens qui sont dans le communautaire, c'est le fun, la compassion, puis c'est le fun, la bienveillance, mais aussi, ça a ses limites. Il faut pas non plus, il faut faire attention à ça. Là, tout à fait. Vous avez raison de dire que c'est pas mal l'enjeu de l'urne pour J'aurais dû me présenter. Ouais. Ça aurait réglé le problème. Monsieur Gilles Simard, vous êtes ici donc pour Histoire d'autobus. Oui. J'ai très hâte d'entendre ce que vous avez écrit. Vous êtes prêt? Oui. Marc-André. Histoire d'autobus.
Alors, l'histoire se passe un dimanche après-midi dans une autre vie, une époque lointaine où on parlait du réseau comme étant la CTCUQ plutôt que le RTC. Le titre, Mon ami Alexandre. Alors, un peu triste et résigné, après une fin de semaine passée chez mes parents au lac Beauport, je suis à bord de l'autobus 34 et je m'en retourne à l'hôpital Saint-François d'Assise, secteur Don-Rémy, où je termine une thérapie pour diverses dépendances. Envahi par mes peurs, plutôt indifférent au paysage qui défile le long du boulevard, c'est à peine si j'ai remarqué Alexandre, un grassouillet jeune homme à tignasse blonde et aux joues roses, qui s'est assis à l'arrière au départ. Le petit gars fréquente mes frères plus jeunes et bien que le connaissant que vaguement, je sais que c'est un étudiant de l'université, un de ces bons petits gars qui font leur affaire puis qui veulent pas de mal à personne. Rendu à Orsainville, de l'autre côté de la côte du Zoo, l'autobus s'arrête et au moins une trentaine de jeunes loupards, des garçons et des filles, s'y engouffrent en vociférant après le chauffeur et jurant à qui mieux. Les jeunes portent tous le même T-shirt noir avec une tête de mort blanche dessus. Et rien qu'à les voir rouler des mécaniques et défier tout le monde du regard, on a envie de se tenir à carreau. Au bout de quelques minutes, la pire des pagailles règne à l'intérieur. Certains ont allumé des cigarettes, d'autres se passent le flacon de gin en gueulant leur vie, et d'autres encore bloquent les sorties en incommodant les passagers qui veulent descendre. Il fait chaud à l'intérieur, le conducteur a complètement perdu le contrôle, et comme tout le monde, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'arriver à destination. Rendu aux limites de Charlebourg, comme ça, pour rire, la bande décide de s'en prendre à Alexandre qui n'en menait déjà pas large sur son banc. On le presse, on l'entoure, on se moque de lui, on le picoche et on le provoque avec force, vexation, brimade, pichenette et bourrade. Apeuré, excédé, le gros garçon se lève et va se réfugier dans l'allée vers le centre du bus. La meute le rattrape et cette fois-ci, deux des petits caïds le prennent en sandwich, bien décidés à lui faire un mauvais parti. L'un d'eux va même jusqu'à frotter une allumette et la lui passer devant les yeux avec un sourire sardonique. C'en est trop. Indigné par le geste, écœuré par l'appétit des gens, je bondis et, vieille tactique de bar, je viens m'interposer face à Alexandre, dos aux jeunes Apaches. Puis, mon Alexandre, comment ça se passe par chez vous, que je lui dis? Interloqués, médusés, les deux agresseurs sont pris au dépourvu et ne savent plus comment réagir. Quant à moi, j'ai une trouille bleue, et même si je m'attends à chaque seconde à recevoir une taloche, je continue mon cinéma de plus belle. Coupés de leur cible et ne sachant plus trop à qui s'en prendre, les deux matamores finissent par décrocher et se replient vers l'arrière en crânant, histoire de ne pas perdre la face devant leur public. Soulagé, Alexandre émet quelques phrases inaudibles et va s'asseoir sur la banquette de côté, directement derrière le conducteur, soulagé lui aussi. Quant à moi, j'ai le cœur en capilotade et faussement indifférent au regard haineux de la horde. C'est avec un immense soupir de soulagement que je sors de cet autobus où j'aurais bien pu manger toute une volée. J'ai joué au héros, même si je me suis jamais considéré comme tel, et le résultat est là. Voilà qui remonte un peu mon estime de moi et m'assure un bon dimanche de rentrée. Une quinzaine d'années plus tard, un soir d'automne, alors que je cherche encore un sens à ma nouvelle vie de gars abstinent, je languis à Place Sainte-Foy en attendant de prendre le parcours 801 pour Québec. L'autobus se pointe, je fais signe au chauffeur que je vais sortir ma passe, mais catastrophe, je la trouve plus. J'ai beau retourner mon portefeuille, revirer mes poches de jeans à l'envers, me palper en long et en large, pas de passe et pire encore, j'ai pas de monnaie pour payer mon passage. Je suis là à l'avant, gêné, confus, m'apprêtant à débiter les excuses quand l'autobus s'arrête près de l'Université Laval, juste un peu avant l'arrêt. Ça y est, me dis-je, je vais y avoir droit. Mais non, au lieu d'un avertissement ou d'une semonce, c'est un bonhomme à tignasse blonde, un peu joufflu, et complètement hilar qui s'annonce devant moi. Toi, mon Gilles, je t'en dois toute une. Fait que va t'asseoir en paix. Merci encore pour l'autre fois. Incroyable, fantastique, c'est Alexandre. Alexandre, 15 ans plus tard, est devenu chauffeur d'autobus sans que je le sache. Rouge de confusion devant les autres passagers qui sourient, complètement abasourdi, je m'assieds 2 arrêts plus loin, Alexandre m'a fait signe d'aller le voir. Vraiment, je voulais te dire un gros merci du fond du cœur, mon ami. J'ai jamais oublié cette fois-là et aujourd'hui, j'essaie d'en donner un peu plus à mes clients pour compenser. Vous dire comment je me sens en entendant ces mots.
J'ai souvent repensé à cette affaire en me demandant pourquoi j'avais vécu toute cette histoire en 2 épisodes séparés de 15 années. Et j'en suis venu à me dire que c'est comme ça. La vie a beau être une coquine, elle n'en est pas moins très bien faite. De temps à autre, pour peu qu'on y prête attention, elle nous envoie des messages, nous fait des clins d'œil, histoire de nous rassurer, de nous rappeler que tout se tient et qu'on est sur la bonne voie, dans le bon autobus. Voilà. Jules Simard, mesdames et messieurs. Histoire d'autobus.